Merci, doyen Claude Ernest Ndala. Comme il a dit lui-même, à la fin de son exposé, il avait déjà pratiquement annoncé le second exposé que nous allons suivre immédiatement parce que c'est effectivement des thèmes qui se suivent. Nous allons appeler le professeur Henri Ossébi à nous présenter justement le lien réel ou supposé tel que le doyen Ndala vient de le faire, à la lumière du rappel historique des grands courants politiques que notre pays a connus. Nous appelons donc le ministre Henri Ossébi pour décliner son exposé sur l'ethnicité, la démocratie pluraliste et les violences politiques. Bonsoir. Je voudrais commencer par me présenter, pour le cas où ce serait encore nécessaire. Je n'aime pas beaucoup que l'on commence par dire le professeur Henri Ossébi. Ce titre académique accolé à un nom a laissé dans notre mémoire collective suffisamment de souvenirs agréables ou désagréables pour que je ne me l'attribue maintenant. Deuxième chose, je prends cette précaution pour qu'il soit bien entendu entre nous que le propos que je vais délivrer n'est pas un propos d'autorité. C'est une participation à une discussion, c'est une contribution à un dialogue, et ce n'est qu'à ce titre que j'entends parler ici et maintenant. S'il fallait avoir un débat qui oppose des arguments d'autorité, il y a d'autres lieux pour cela, et ce ne serait pas ce même type d'exercice, je vous prie de le comprendre comme ça. Troisième précaution, ou troisième exigence, c'est de remercier les organisateurs de cette cérémonie, dont je salue l'initiative, et dont je salue aussi le courage politique, parce que ce n'est pas du tout évident qu'à la veille d'une confrontation et d'une compétition électorale aussi attendue, une formation politique naissante, créée, animée par des jeunes gens qui appartiennent à la nouvelle génération du personnel politique congolais, ait choisi de venir ici à Paris, prendre le risque de proposer sur un thème aussi chargé de rassembler des Congolais. Et encore une fois, félicitations à Denis Christelle Sassou Nguesso. Félicitations à tous ceux qui ont répondu présents à cet appel. Et allons-y. Pour que les choses soient claires aussi, j'appartiens à cette génération de Congolais pour qui la question de l'ethnicité n'est pas un dogme. Ceux qui me connaissent savent d'où je viens, quelles sont mes origines, quels sont mes liens matrimoniaux avec une ethnie qui n'est pas forcément mon ethnie d'origine, et que ce geste que j'ai fait, un geste qui correspond à un choix de vie, rend compte des convictions profondes que j'ai et qui disent que, comme disait Saint-Exupéry, mon frère, ma sœur, si tu es différent de moi, viens avec moi parce que ta différence m'enrichit. C'est dans Terre des Hommes. Alors je tenais à parler en quelques mots de la relation entre ethnicité, démocratie et violence au Congo. Je ne suis pas le premier à en parler, je ne suis pas le dernier, je ne serai pas le dernier. D'autres chercheurs, Patrice Yengo, Bazinguissa, le groupe Rupture, Kouvoama Abel, Elisabeth Dorier-April, des géographes, des non-congolais ont déjà abondamment parlé de cette question dans des publications qui sont connues de certains d'entre nous ici. Et je voudrais essayer, à l'occasion de ce forum, poser deux questions.
Pourquoi est-ce qu'à propos du Congo, il est arrivé que l'on écrive dans la presse, que l'on entende des commentaires qui disent qu'au Congo, les questions de politique renvoient à une dualité nord-sud. C'est le premier axe de la césure. Le nord et le sud sont deux entités géospatialement définies, la frontière se trouvant quelque part au-delà peut-être du pont de la Tiémé, et qui inconciliablement sont appelés à chaque secousse politique à s'affronter. Pourquoi dans notre pays on continue à penser comme ça? Quel est le fondement de ce paradigme qui continue, même si les générations se renouvellent, à fonctionner comme allant de soi? C'est une question centrale, parce que sinon on ne comprendrait pas que, par exemple, des logiques du type le Nord a assez gouverné, il faut laisser la place au Sud. Des expressions dans notre imaginaire collectif qui disent les Bangalas sont ceci. Chez les Bangalas, il y a des expressions péjoratives qu'utilisait l'ancienne génération qui disait les Ngembi, sous-entendu les gens du Poul. On a tué de notre vocabulaire politique volontairement l'expression les Nibo, sous-entendu abréviation de Nibolek, Nibolek n'étant entre autres qu'une ethnicisation artificielle des ressortissants de 3 régions du pays, le Niari, la Bouenza et la Lekumu, parce que, au départ, les ressortissants de ces régions à l'époque, puisque dans la Constitution on parle désormais de départements à dessein, que les ressortissants de ces régions étaient majoritairement favorables au camp de l'UPADS à l'époque. 3 palmiers, 3 régions, 3 initiales, ça donnait une ethnie artificielle que l'on appelait les Nibolek ou les Nibo. Donc je pense que ce sont des choses qui sont pas loin de nous dans notre mémoire collective et qui continuent à hanter la perception que nous avons les uns et les autres, surtout à l'approche des compétitions électorales. Et lorsque nous sommes ici à Paris, appartenant à quelques années près à la même génération, confrontés à des discussions sur la paix, il n'est pas intellectuellement honnête de s'embarquer, me semble-t-il, modestement, dans une discussion sur ce qu'il faut faire pour consolider la paix, sans savoir de quelle manière, dans nos consciences, il y a une espèce de sédiment qui est là et qui nous renvoie à la façon dont s'est construite l'histoire politique de notre pays au cours de la décennie qui s'est écoulée, au cours pratiquement de la période qui a suivi le passage du monopartisme au pluralisme. Ça ne peut pas laisser un Congolais, un citoyen, un intellectuel, à plus forte raison un décideur indépendant. Alors je me suis proposé de dire pourquoi ne pas en parler. Et je pense qu'il y a une prise de risque personnelle que j'assume, que j'assumerai dans le débat tout à l'heure, qui consiste à dire ce n'est pas parce que j'ai en charge un département de l'État que je vais refuser d'affronter mes compatriotes, de me confronter à mes compatriotes. Donc c'est pour cela que quelque part le débat est ouvert. Nous le faisons dans les amphithéâtres, nous le faisons dans les livres, mais il est bon de le faire aussi entre nous ici. Parce qu'on ne peut pas considérer qu'à Paris, il y a comme un tabou et que l'on laisse sur Internet, que l'on laisse dans les quartiers, que l'on laisse à Château-Rouge, que l'on laisse dans les Nganda, les choses se dire et se faire de cette manière-là. Ce n'est pas possible. On doit laisser d'autant moins ces choses-là se faire et se dire que nous avons les ressources du débat. Nous avons les hommes pour le débat. Nous avons les arguments pour le débat. Nous avons les sociétés civiles qui sont là pour témoigner, mais il y a comme une espèce de parti pris qui dit que, bon, on ne peut pas discuter de ces questions-là parce qu'il y a des postulats qui sont indépassables. Non, non. C'est mal posé le problème. Et nous ne pouvons pas sincèrement aller vers la paix si nous suspectons chacun d'entre nous de ne dire qu'un propos d'autorité parce que celui-là, ce propos est inféré à son origine. Il dit ça parce que c'est son pouvoir. Ou il pense le contraire parce qu'il veut venir au pouvoir. Voilà, j'allais dire de façon simpliste comment parfois nous fonctionnons intellectuellement. Mais nous ne pouvons pas continuer de fonctionner de cette manière parce que quelque part, l'histoire avance, les démocraties avancent. L'Afrique, tant bien que mal, en titubant, mais avance. Le Congo avance.